Je vais accueillir maintenant Philippe de Ruder, qui est un ancien entrepreneur français qui vit, je crois, maintenant au Québec. Voilà, mais il vient de temps en temps, il traverse le lac de temps en temps. Et il a, alors je disais en introduction que c'est un repenti de l'entreprise, c'est-à-dire qu'un jour il a décidé, mais il vous le racontera mieux que moi, d'arrêter son entreprise et d'aller en quête de sens et de penser à d'autres systèmes de fonctionnement de la monnaie, mais de l'entreprise et de l'économie. Il anime l'association internationale pour le soutien aux économies sociétaires et il va nous parler des monnaies locales complémentaires. Merci, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de m'avoir invité. Je vais vous emmener là dans un autre monde parce que je pense qu'on est aujourd'hui dans un siècle de transition. Alors pour moi, tout ce que j'ai entendu cet après-midi a tout à fait sa pertinence dans le cadre du mode de pensée actuel. Mais pour moi, le monde, ou le moins l'humain pour l'instant, ou le mode de pensée des êtres humains que nous sommes, est totalement en décalage par rapport aux défis de notre siècle et sans doute des suivants. Donc on est dans une période absolument magnifique parce qu'elle nous permet, ou elle va nous conduire à nous reposer les vraies questions. Et c'est ces questions que je me suis posées, moi, dans le cadre de mes affaires. J'étais dans le business pur et dur, je travaillais dans le niveau de l'international, et j'avais développé pour le compte de la grande distribution, en particulier, des courants d'importation d'Asie. Et j'ai été particulièrement quand même secoué à un certain moment en me disant « Bon, c'est très bien, tout ça me rapporte beaucoup d'argent, sauf que j'alimente du chômage dans mon propre pays pendant que j'alimente de l'esclavage moderne en Asie. » Et ça n'a plus de sens. Tout ça pour acheter du pas cher. Donc, franchement, ça m'a heurté profondément. Et je me suis dit, c'est pas possible que l'humanité aujourd'hui, avec tous les atouts qu'elle a en main, avec toutes les connaissances, avec toutes les technologies et toute l'intelligence ou le génie qu'on a à notre disposition et toutes les ressources qu'on a à notre disposition aujourd'hui, comment peut-on en arriver à un monde qui dysfonctionne à ce point ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et j'ai donc décidé de quitter le monde des affaires et de rentrer dans une quête que je poursuis toujours d'ailleurs, pour essayer de voir comment on pourrait transformer le modèle, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, le modèle doit être complètement transformé avec cet inconfort que nous avons d'avoir encore un pied dans l'ancien monde auquel on est habitué, un monde qui nous interpelle et où on a quand même beaucoup de questions à se poser, puis un nouveau monde où on est uniquement là dans l'expérience, dans le tâtonnement, on ne sait pas où ça nous conduira, et ça nous conduira en fonction, ça nous conduira là où on sera capable d'imaginer aujourd'hui ce que ça peut devenir. Donc c'est véritablement plus une transformation des modes de pensée que transformation des systèmes en eux-mêmes, les systèmes n'étant que le résultat d'un mode de pensée. Donc je ne sais absolument pas où on en sera à la fin du XXIe siècle. J'ai une vision que j'ai envie de partager un petit peu avec vous. J'ai dans la demande qui m'a été faite de parler un peu des monnaies complémentaire parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis personnellement investi. J'ai été à l'initiative de la première monnaie locale en France, mais monnaie locale qui questionne beaucoup. On dit tiens, encore un nouveau gadget pour Bobo, à quoi ça peut bien servir ce truc-là, on se fait plaisir avec ça. Ça pour moi c'est un outil qui est présenté très souvent comme sous son aspect purement économique, de redynamisation de l'économie locale, etc. Et pour moi, ça, c'est tout à fait marginal. Pour moi, c'est un espace que s'offrent des citoyens au niveau local pour justement se questionner sur cet outil qu'est la monnaie, mais se questionner au-delà de ça sur la richesse. Qu'est-ce que la richesse? Où est la vraie valeur? Pour peu à peu se relier ou fonder justement une nouvelle vision qui se donnera demain ou après-demain le nouveau modèle économique qui s'installera dans ce monde, probablement après pas mal de hockey, voire de crises d'ampleur. Alors, je vais quand même aller vite sur les Américains. J'avais prévu une intervention d'1 heure, je me suis trompé, c'est une demi-heure, comme on dit souvent. Alors, je vais faire ça à la hussard. Je vais donc vous présenter les choses
dans leurs principes, et je ne vais pas descendre dans les détails, parce que là, je n'aurai pas le temps. Merci si beaucoup. le sujet vous intéresse ou si ça vous interpelle, eh bien, il y a quand même, bon, j'ai écrit des bouquins, j'ai un site sur lequel il y a beaucoup d'informations, et puis, bon, ben voilà, on a tout le temps des réflexions, et vous pouvez vous mettre dans une monnaie locale pour vous y mettre vous-même. Donc, le principe de fonctionnement d'une monnaie locale, c'est une monnaie locale complémentaire qui fait partie du tableau plus complet des monnaies complémentaires. Ce n'est qu'un aspect des monnaies complémentaires qui existent. Les monnaies locales complémentaires qui existent aujourd'hui en France, il en a une quarantaine, mais à peu près 5000 dans le monde. C'est un réseau de citoyens qui se forment. Voilà, on est un réseau ce soir. On pourrait, si on le décidait, se mettre ensemble pour lancer une monnaie locale. Ce sont des citoyens qui vont se former, qui se réunir dans un réseau sous forme d'association générale dans lequel on va retrouver d'un côté des utilisateurs, monsieur et madame tout le monde, et puis des entreprises qu'on appelle souvent des prestataires, des commerçants, des producteurs, des entreprises locales, des agriculteurs, etc., des collectivités locales, bref, toutes les composantes d'un territoire. Et puis, une fois que ça s'est fait, on va s'interroger sur une charte de valeurs, parce que c'est la raison d'être d'une monnaie locale. Quelles sont les valeurs qu'on a envie de faire progresser, d'exprimer au sein de notre communauté. Et puis, ça va être l'acte d'engagement dans ce réseau. Je m'engage dans une monnaie locale parce que je participe, parce que j'adhère à ces valeurs qui sont inscrites sur la charte, non pas qu'on sache les exprimer, mais justement parce qu'on a envie de les exprimer mieux. Et après, il suffit d'aller au siège de l'association ou dans un comptoir d'échange, qui sont des commerçants qui veulent accepter de jouer ce rôle. Et je vais aller échanger, par exemple, 50 € contre l'équivalent en monnaie locale. Et une fois que j'aurai cette monnaie locale, je peux aller faire mes achats dans des entreprises ou dans des commerces qui acceptent cette monnaie. On peut se dire qu'à ce moment-là, voilà, le principe est décrit et on se dit qu'on se casse bien la tête de pourquoi passer par une monnaie locale, pourquoi on ne fait pas ça directement avec des euros. Bien, c'est parce qu'il y a un acte de cohérence. Le premier étant appuyé sur le fait que, ça c'est un vieux document, mais c'est bien pire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la Banque des règlements internationaux qui nous donne cette statistique, que 97% des flux financiers mondiaux sont absorbés par la spéculation, 3% servent seulement véritablement à l'économie réelle, à ce qui nous sert tous les jours pour vivre. Et donc on sait quand même les dégâts humains et environnementaux que crée cette spéculation folle. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit, tiens, si je passe par une monnaie locale complémentaire, je retire donc 50 €. Qu'est-ce que 50 € dans l'océan de la monnaie aujourd'hui? C'est rien du tout, mais encore une fois, c'est un acte de cohérence. Là, on ne cherche pas une efficacité directe, on cherche à devenir cohérent. Donc, je retire 50 € du grand système, du grand bazar, que je vais confier à mon association qui va le placer sur un compte épargne éthique, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Et je reçois en échange une monnaie locale qui, elle, va servir à 100% l'économie de mon territoire, puisqu'elle ne peut servir qu'à l'intérieur de ce territoire. Donc là, ça va servir à 100% l'économie réelle. Donc c'est un acte de cohérence, au même titre que si je décide d'être végétarien, c'est parce que je pense que c'est mieux pour ma santé, que c'est mieux pour prendre soin de l'environnement. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est un acte de cohérence. La deuxième chose, c'est que, voilà, moi, en tant que citoyen, j'habite avec d'autres personnes autour de moi et on a envie, tout simplement, de compenser un peu les effets négatifs de la mondialisation. Il n'y a absolument pas le désir de s'enfermer frileusement à l'intérieur de nos petits territoires. Il y a tout simplement l'envie de redynamiser, de faire circuler la richesse, de reconnaître la richesse qui existe sur notre territoire, et plutôt que d'aller acheter du prix, parce que c'est du pas cher dans les grandes surfaces, quand je sors de chez moi, je vais me poser la question de quoi j'ai besoin, est-ce que je peux le trouver localement, est-ce que je peux le trouver en dehors des circuits qui peuvent exister, ou est-ce que ça aura le plus d'impact sur la richesse de mon territoire, puisque la richesse, elle commence d'abord là où on vit. Si mes voisins n'avaient pas de quoi vivre, je m'en trouverais tout ça sur mon territoire. Donc il y a cette envie de pouvoir redonner une valeur
prioritaire à la richesse qui est produite sur le territoire et de la faire échanger dans un esprit qui correspond le plus possible aux valeurs qu'on a signées sur la charte. Et puis il y a un autre aspect qui quand même n'est pas négligeable, c'est que lorsque je passe par le biais d'une monnaie locale, je multiplie par 2 la masse monétaire. C'est-à-dire que si je ne passe pas par une monnaie locale, j'ai 50 € dans ma poche, je vais faire mes commissions dans les magasins dans ma journée. Le soir, je rentre, j'ai les poches vides, mais les 50 €, ils sont dans la communauté. Il y avait 50 € au départ dans ma poche, il y a toujours 50 € dans les poches de ceux qui les ont reçus dans la journée. Il y avait 50 € au départ, il y a toujours 50 € à l'arrivée. Mais si je passe par une monnaie locale, les 50 € que j'ai dans ma poche, ils se retrouvent via mon association sur un compte épargne éthique à la NEF, si vous connaissez, le plus souvent, Nouvelle Économie Fraternelle, qui est une société financière qui est devenue banque maintenant, ou au Crédit Coopératif. On choisit les banques les plus éthiques pour correspondre aux valeurs que l'on défend. Et donc, voilà que j'ai d'un côté l'équivalent de 50 € en monnaie locale dans ma poche pour faire mes achats, et 50 € sous forme d'épargne éthique via mon association. Il y a maintenant dans la communauté 100 et non plus 50, ce qui peut donner un effet de levier, et on agit plus directement sur la richesse de notre territoire de cette façon-là. Et puis, ce qui est pour moi l'essentiel, c'est que c'est un laboratoire d'éducation populaire, parce qu'on est sous le coup d'un conditionnement au niveau de nos pratiques économiques et monétaires qui font que malgré nous, on se fait les complices ou les victimes, dans tous les cas, d'un système dont on souffre, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Et on a souvent des réponses très courtes là-dessus. Et donc, comme les réponses ne viendront pas d'en haut, comme le dit soufflait tout à l'heure Simone Wappler, parce qu'en fin de compte, la parisocratie a tout à fait intérêt à laisser les choses dans l'État, les choses ne changeront que par les citoyens eux-mêmes, que par nous. Et donc c'est notre mode de pensée à nous, au niveau de la population, qui doit évoluer, qui doit se réapproprier quelque chose. Pour l'instant, on est mis au stade uniquement de consommateurs-électeurs, et on doit devenir des citoyens à part entière qui prenons véritablement le destin de notre propre vie et de la vie de la communauté. Et c'est là qu'on est dans le piège, encore une fois le piège que soulignait Simone Wappler tout à l'heure, le piège du créditisme, dont il faut absolument sortir. Et je veux souligner 3 grands changements dont on n'a pas pris suffisamment, enfin, pas pris compte du tout, dans les années 70, et qui pour moi sont le signe ou sont la cause même des crises que nous vivons aujourd'hui, et qui font qu'on est en décalage. La première grande transformation, grand changement qui s'est produit pendant les années 70, c'est que l'offre est devenue supérieure à la demande. L'outil de production mondiale est capable aujourd'hui de produire beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Et c'est vrai qu'il y en a plein de personnes, on peut les compter en milliards, qui n'ont même pas le nécessaire. Mais ce n'est pas qu'on ne sait pas produire, c'est qu'on n'a pas l'argent pour accéder à cette production. Alors qu'avant, on pouvait peut-être mourir de faim. Quand on mourait de faim, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Maintenant, on peut jeter la nourriture d'un côté, mourir de faim quand même, parce qu'on n'a pas la monnaie pour accéder à la nourriture. Donc ça, c'est un énorme changement. L'économie sait gérer la rareté, ne sait pas gérer l'abondance. L'offre est devenue supérieure à la demande. Le changement, c'est un tsunami dans l'économie. Deuxième, c'est l'information, que le modèle de la croissance démographique et croissance économique, tel qu'on la pratique toujours, a été dénoncé dans un document qui a fait quand même beaucoup de bruit lorsqu'il est sorti à l'époque. C'était le Club de Rome qui avait commandé au Massachusetts Institute of Technology une étude pour justement vérifier si le modèle de la croissance sur lequel repose toute notre société aujourd'hui était un modèle pérenne. Eh bien non. Le document est sans embâche, le système est un système en impasse, et donc l'étude qui a été plus récente et remaniée en 2012 n'a pas changé dans ses prédictions. On sait qu'on va vers la catastrophe, on est dans le mur d'ici les années 2050 si on reste dans le même système. Donc on est
On le sait depuis plus de 40 ans aujourd'hui que le modèle de la croissance dont l'économie mondiale ne sait pas se passer aujourd'hui est un modèle en impasse, est un modèle en nuisance et un modèle suicidaire. Là, c'est l'humanité qui se tire une balle dans le pied en permanence, mais bien, ce sera peut-être bientôt dans la tête. Donc voilà, et tous les jours, qu'est-ce qu'on entend? Il faut relancer la croissance. Et puis le dernier, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est également quelque chose d'absolument considérable, c'est la fin de la convertibilité du dollar en or, qui fait que depuis 1971, toutes les monnaies sur les planètes sont devenues totalement dématérialisées. Donc il y a l'or d'un côté qui est une marchandise cotée en bourse et donc outil de placement pour ceux qui le veulent, mais l'or n'est plus du tout associé à la monnaie. Les monnaies aujourd'hui sont des unités de compte virtuelles créées par les règles humaines. C'est considérable. C'est quelque chose de considérable à concevoir parce que là, il y a une porte qui s'ouvre. Une porte que je peux expliquer de cette façon-là. Avant 1971, ben voilà, on ressemble à cet orpailleur qui cherche des pépites d'or dans la rivière. Bon, il en a quelques-unes dans le fond de son tamis, là. Et donc, la vie de ce bonhomme dépend de cette quantité d'or qu'il aura pu récolter. Et ce qu'il peut faire avec, ou du moins ce que lui peut faire, va dépendre exclusivement de la quantité d'or qu'il a récolté dans son tamis. Et depuis 1971, c'est comme si, d'un seul coup, cet orpailleur avait abandonné son tamis et puis rencontre sur son chemin la lampe d'Aladin. Et maintenant, il n'a plus besoin de se casser la tête à aller chercher de l'or avec son tamis. Il peut tout simplement exprimer un désir, caresser la lampe, et hop, ça y est, c'est réalisé. Ça a l'air d'être naïf de dire les choses comme ça, et pourtant, c'est ça notre réalité d'aujourd'hui. Réalité non reconnue, non vécue, parce qu'on continue à organiser un système monétaire complètement libéré de tout lien avec une matérialité quelconque, comme s'il était encore à l'époque de l'or, donc comme s'il était relié à une matière précieuse rare. Et ça conduit à donner une primauté à la monnaie sur la véritable richesse. Qu'est-ce que c'est? Alors là, il faut se poser la question à ce niveau-là, quelle est la nature de la monnaie? Alors là, il peut y avoir beaucoup de divergences. Pour moi, eh bien, il y a une double face à la nature de la monnaie. D'un côté, la monnaie est une convention sociale fondée sur la confiance. On le voit par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les systèmes d'échanges locaux, les CEL, etc. Enfin, aujourd'hui, un système, si on était des naufragés sur une île et qu'on se dise, tiens, bah, ce serait bien pour améliorer, faciliter nos échanges, qu'on crée un système monétaire, bah, il suffit qu'on se mette d'accord sur une unité de compte, qu'on l'étalonne et qu'on s'engage à l'accepter en paiement. Donc c'est une simple convention sociale fondée sur la confiance, confiance dans l'émetteur et confiance dans le fait que tout le monde va l'accepter en paiement. Si j'accepte des euros aujourd'hui, c'est parce que je sais que ces euros seront acceptés par n'importe qui dans la pièce. Si j'avais des roubles, ce serait peut-être pas la même chose ou n'importe quelle autre monnaie. Et le deuxième aspect est là quelque chose de tout à fait, pour moi, essentiel, et c'est là que je vais être probablement en contradiction avec Simone Wapler de tout à l'heure, mais ça n'a pas d'importance. Imaginons que je suis au marché, je fais mes petites courses habituelles, j'achète mes légumes, et puis à la fin, je dis à mon paysan avec qui je traite habituellement, je dis, tiens, bah, écoute, avec mes gamins en ce moment, on est en train de parler de la monnaie, de l'économie, tout ça. Si on faisait un truc pour changer, si on se faisait un troc là, avec ce que je viens de te prendre, ben, il me dit, bah oui, pourquoi pas, on peut s'amuser à ça. Alors je lui demande de quoi il a besoin. Il réfléchit, puis il me dit, bah, écoute, je sais pas, pour l'instant j'ai vraiment besoin de changer les pneus de ma camionnette et puis de réparer l'électricité dans ma grange. Ah bah oui, mais alors là, avec les quelques légumes que je t'ai pris, en valeur, il n'y a pas d'équivalence. Et puis, de toute façon, je ne sais pas faire. Moi, les pneus, j'y connais rien, l'électricité, encore moins. Alors tant pis, on va en repasser au bon vieux système. Je sors un billet, 20 € par exemple. Mais ce billet, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une reconnaissance de dette sur laquelle serait marqué le porteur de cette reconnaissance reconnaît
avoir fourni ou répondu aux besoins d'un des membres de notre communauté, mais n'a rien reçu en retour en termes de besoins, de cette façon de besoin. Et il va pouvoir aller chercher dans la communauté satisfaction à ses propres besoins à la hauteur de la somme qui y figure. C'est-à-dire que moi, je viens de me libérer d'une dette. Moi, je sais, j'ai payé mes salades avec mes 20 €. Donc moi, je ne suis plus en dette vis-à-vis de ce paysan, mais c'est la communauté, la société, qui reste en dette vis-à-vis de ce paysan parce que lui n'a pas encore reçu satisfaction à ses propres besoins en termes de besoins réels. Donc en fait, la monnaie est une dette de la collectivité en reconnaissance du travail ou de la valeur fournie par ses membres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais pour moi, c'est quelque chose qui me semble être une évidence. C'est donc que c'est la collectivité, la communauté, qui a la légitimité de la création monétaire, qui a la légitimité pour émettre la quantité de monnaie, ni plus ni moins, et ceci gratuitement, pour faciliter, favoriser l'expression de la richesse produite par cette communauté et favoriser son échange. Alors c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui dans une crise, parce qu'on est dans un système asservissant, car la monnaie est devenue une dette de la collectivité à l'égard du système bancaire, alors que normalement, la monnaie devrait être une dette de la collectivité en reconnaissance du travail fourni par ses membres. Et c'est ça qui a conduit la France à partir de 1973, le Canada à partir de 1974, à rentrer dans le créditisme dont parlait Simone tout à l'heure, et qui se traduit, entre autres, dans notre pays. Alors là, on a arrêté notre graphique en 2009 parce qu'on n'a pas voulu l'influencer par les conséquences de la crise. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que en 1979, on a commencé qu'en 1979 parce qu'on n'avait pas des statistiques fiables avant, mais en 1979, on n'avait, pour ainsi dire, pas de dette publique. Voilà l'évolution de la dette publique, mais voilà à combien serait la dette publique ou combien elle aurait été en 2009 s'il n'y avait pas eu d'intérêt. Donc si l'État, si la nation avait émis sa propre monnaie sans intérêt, eh bien, tout simplement, la dette publique aurait été inférieure en 2009 à ce qu'elle était en 1979, alors qu'elle était passée déjà à près de 1500, 1500 milliards d'euros. Donc voilà la conséquence très rapidement de la dette publique, qui est un acte politique de transfert d'un privilège qui revient à une communauté, à une entité privée. Si on était cette communauté, eh bien, s'il y avait une personne dans cette communauté qui représente le système bancaire, eh bien, la communauté entière est soumise aux critères d'émission monétaire de cette banque. Or, une entité privée, elle travaille pour l'intérêt de ses actionnaires. On ne peut pas lui demander de faire autrement. C'est pas que ce soit mauvais, c'est comme ça. Une entité privée, elle travaille pour l'intérêt de ses actionnaires. Alors, évidemment, le système bancaire crée la monnaie pour satisfaire les intérêts de ses actionnaires, alors qu'une nation, une communauté, pourrait créer la monnaie sur des critères de bien commun. Alors, c'est en ce sens que la monnaie, le monde aujourd'hui vit complètement à l'envers, ou c'est notre mode de pensée qui est à l'envers. Et si on a des crises aujourd'hui, c'est bien parce qu'on pense à l'envers. Et cette pensée à l'envers, je la résume comme ça. Je dis qu'on considère rare ce qui est potentiellement infini, puisque la monnaie est une invention humaine et qu'aujourd'hui, ce sont purement des écritures. Ça a été décrit tout à l'heure par Sven Vepler. Donc on considère rare, on raréfie artificiellement ce qui est infini, la monnaie, pour lui donner toute sa valeur et sa prédominance, mais ça nous conduit à traiter comme infini ce qui est rare, c'est-à-dire les ressources de la planète. Et c'est exactement le problème que nous rencontrons aujourd'hui avec une crise monétaire d'un côté et une crise écologique de l'autre. Alors notre défi individuel et collectif, pour moi, consiste à passer de ce système asservissant où actuellement c'est le système bancaire qui est en haut d'une pyramide
Et que ce soit par le crédit ou dans notre représentation, le plus souvent, on croit que voilà, dans l'argent, la banque détient notre argent, mais c'est en fait la banque qui crée la monnaie pour tout cet ensemble. Les entreprises empruntent la monnaie dont elles ont besoin auprès des banques. Les entreprises versent des salaires aux ménages qui eux-mêmes empruntent aux banques. Les ménages dépensent leurs salaires dans les entreprises qui remboursent leur crédit aux banques. Quand tout se passe bien, ça va à peu près bien. Mais lorsque ça flanche en haut, eh bien, c'est toute la pyramide qui s'effondre. Et c'est pour ça que depuis 2007, on va sauver les banques et non pas les peuples. Puisque dans ce mode de pensée, c'est là le maillon fort ou le maillon faible. Si ça flanche ici, tout s'écroule. Donc il faut d'abord sauver les banques pour que le reste de la pyramide puisse continuer à exister. Donc ça, c'est le système asservissant qu'on vit actuellement. Et il faut réussir à passer dans un autre système alors qui demande beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de maturité citoyenne, qui est celui de... On ne se pose plus la question de la monnaie. Du tout. Aujourd'hui, dans un système, quel que soit le projet, tout de suite, on vous dit quel est votre budget, de combien d'argent vous disposez. Et ce qu'on fait dépend de la quantité d'argent à laquelle on peut mobiliser. C'est normal au niveau individuel, mais ce n'est pas normal au niveau collectif. Au niveau collectif, il y a un génie humain, il y a une intelligence qui est capable aujourd'hui, avec les technologies et les connaissances que nous avons, il y a vraiment la possibilité de répondre vraiment à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Donc la véritable question serait d'organiser un débat public permanent à partir du local sur qu'est-ce qu'on veut véritablement. Parce qu'on n'est pas né sur cette terre pour gagner de l'argent. On est né sur cette terre pour exprimer quelque chose, faire quelque chose de notre vie qui va faire qu'on va pouvoir, à la fin, s'éteindre en paix et heureux de ce qu'on aura pu découvrir, exprimer, heureux de l'aventure qu'on aura vécue. Ici, donc, on a besoin de se mobiliser, de débattre ensemble de qu'est-ce qu'on veut pour l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour notre santé publique, qu'est-ce qu'on veut en termes de justice, qu'est-ce qu'on veut, etc., etc. Des problèmes, des questions de société fondamentales. Et ça devrait être exclusif et complètement libéré de toute considération financière. On peut le libérer puisqu'on sait que la monnaie, en fin de compte, on pourra la créer le moment venu à la hauteur qui est nécessaire. Donc voilà, débat public duquel émergent des projets concrets. Ces projets concrets seront à ce moment-là évalués. On dira d'un côté, alors tel projet, est-ce qu'on a les connaissances? Probablement que oui. Est-ce qu'on a les technologies? Très probablement que oui. Est-ce qu'on a les ressources humaines? Certainement oui, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont sur le bas-côté. Est-ce que c'est compatible avec ce que la planète peut soutenir? Ah, ça, c'est la vraie question, parce qu'aujourd'hui, on a des possibilités de création, de réalisation qui peuvent être nuisibles et non soutenable par la planète. Donc c'est ça la véritable limite. C'est plus l'argent auquel on peut accéder, c'est est-ce que la planète peut le soutenir? Est-ce que également notre projet est compatible avec les intérêts de nos voisins? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir créer quelque chose qui va leur nuire? Bref, quand toutes ces questions de fond ont le feu vert, alors on se dit combien ça coûte. Et ça coûte combien? Ça coûte le salaire de la rémunération qu'on va verser à tous les acteurs engagés pour la réalisation de ce projet, qui sera créé à partir de rien, mais là, pas par le crédit bancaire, à partir de rien, en simple reconnaissance de la richesse qui va être produite, par un organisme public d'émission monétaire, donc collectif, communautaire, et cet argent sera versé dans le réseau des banques ordinaires qui là referont leur métier en tant qu'intermédiaires, en tant que gestionnaires des fonds et des flux. Voilà comment pourrait être notre modèle. Alors ça sort de ma vision, ce sera peut-être complètement différent, mais c'est pour montrer dans tous les cas la grande différence qu'il y a entre le modèle actuel qui emprisonne et conditionne nos réalisations humaines à la quantité d'argent à laquelle on peut accéder. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont profondément nuisibles, mais qui existent parce qu'elles peuvent mobiliser des capitaux, alors que bien d'autres seraient tout à fait nécessaires, mais ne sont pas réalisées parce que ce n'est pas rentable financièrement. Alors voilà ce vers quoi il faudrait aller, avec donc une précision là-dessus, c'est qu'il faut, si on veut aller vers ce modèle, il me semble que l'État passe par
une double monnaie, une monnaie marchande qui représente les intérêts privés et une monnaie de bien commun qui pourrait être créée sur le modèle que je viens de décrire. Pourquoi? Parce que l'intérêt particulier et l'intérêt collectif sont pour l'instant confondus. On estime que la richesse est produite par l'entreprise et donc n'est considérée comme richesse que ce qui rapporte de l'argent, que ce qui est profitable financièrement. Ce qui exclut tout un pan considérable de richesse réelle, à commencer par la richesse domestique. Et l'intérêt donc particulier, lui, doit se mesurer en argent. Si je suis chauffeur de taxi, pendant que je suis chauffeur de taxi, pendant que je le conduis, je ne plante pas des carottes, je ne construis pas ma maison, je ne fabrique pas mes chaussures. Donc il est normal que mon temps étant occupé par une certaine fonction, je reçoive un outil qui va me permettre d'obtenir ce dont j'ai besoin pour vivre dans d'autres aspects de mon existence. Donc la finalité de l'action privée, individuelle, c'est d'accéder à l'argent, c'est d'avoir de l'argent. Mais au niveau collectif, si encore une fois on est une société, la collectivité, elle, ça ne se mesure pas en argent. Ça va se mesurer en richesse réelle. Est-ce qu'on a des eaux poissonneuses? Est-ce qu'on a une terre fertile? Est-ce qu'on a des forêts? Est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce qu'on a de l'énergie? Voilà, ça c'est la richesse réelle. Et donc, on ne peut pas confondre les deux, parce que si on rentre dans un système de création monétaire, comme je l'ai décrit tout à l'heure, pour financer le bien commun, ça créerait une inflation, ou ça déséquilibrerait les échanges marchands. Donc on a besoin d'un système monétaire stable pour les échanges privés et d'une monnaie créée à partir de rien pour répondre aux biens communs, aux aspirations des peuples dans l'esprit de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et donc voilà l'idée qui est derrière les monnaies locales complémentaires, c'est d'aller peu à peu comprendre qu'il serait intéressant d'aboutir à une monnaie complémentaire nationale dans chaque nation, et puis ça peut être par un groupe de nations, pour répondre à nos besoins communs et qui n'ont rien à voir, en fin de compte, avec la rentabilité ou à voir avec la performance marchande de nos entreprises. Voilà, je conclus là-dessus. Je suis allé très vite. Merci je me beaucoup. rends bien compte que c'est donc pas par la redistribution fiscale qu'il faut continuer à financer le bien commun, parce que là, on rentre dans des logiques d'austérité, comme ça nous est proposé aujourd'hui. Si on rentrait dans cette dynamique-là, on pourrait continuer à avoir d'un côté une économie marchande dans un échange mondial tel qu'il est aujourd'hui, tout en prenant soin de la qualité de vie à partir du local jusqu'au national dans nos pays. Merci beaucoup. Merci. Alors,